Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de Direct pour l'année 2021. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre justement pour faire le point au sujet des réalisations accomplies durant l'année 2021 en matière de projets, en matière d'inauguration dans les différents domaines, que ce soit le domaine social, le domaine agricole, que ce soit le domaine de l'autonomisation de la femme, mais surtout l'enseignement. L'enseignement est le pivot de tout développement possible. L'enseignement, le nouvel enseignement, si on peut le dire, l'enseignement post-coronavirus, l'enseignement avec les nouvelles sciences, les nouvelles branches et les nouvelles nécessités du marché du travail. Et il y a eu énormément d'inaugurations récemment durant la semaine en Haute-Égypte, étant donné que la Haute-Égypte représente une bonne partie de la population égyptienne. La Haute-Égypte qui était longtemps marginalisée et mise à l'écart, la Haute-Égypte qui contient des trésors, que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau du potentiel humain, que ce soit au niveau du patrimoine, de la culture, de l'artisanat. Et ceci nécessite évidemment une renaissance au niveau des moyens de transport, que ce soit les chemins de fer, que ce soit les projets, l'électricité, l'énergie et encore une fois l'enseignement des universités en Haute-Égypte, l'enseignement qui doit parvenir à la population de la Haute-Égypte qui autrefois devait immigrer, devait voyager, se déplacer pour acquérir cet enseignement. Aujourd'hui, nos éclaircissements, nous allons les avoir de notre cher invité, Dr Reda El Badawi, professeur d'économie et de commerce international. Dr Reda El Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, c'est un grand plaisir, madame. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Bonne année. Alors, docteur Reda El Badawi, je vais commencer mon entretien avec vous. Nous allons passer en revue les différentes réalisations, les différents projets, mais surtout votre spécialité, c'est l'enseignement. L'enseignement qui, justement, était au cœur des priorités de l'État depuis plusieurs années. Nous avons essayé plusieurs systèmes d'enseignement. Nous avons essayé d'importer des systèmes d'enseignement, de réfléchir à des systèmes d'enseignement adéquats. Et finalement, ce qui a tranché la chose, ce sont les nouvelles nécessités du marché du travail. Tout d'abord, est-ce que les matières traditionnelles que l'on enseignait autrefois, de la méthode traditionnelle, ces matières-là sont toujours valides, compte tenu des nouveaux marchés du travail? D'abord, je voudrais remercier énormément Son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, pour tous les accomplissements qu'il a fait dans un court terme, dans beaucoup de domaines, afin d'améliorer la qualité de vie des Égyptiens et de réaliser le bien-être pour tous. Donc, le citoyen égyptien est au sommet du développement durable. Donc, à ce propos, il y en a beaucoup des initiatives et il y a des accomplissements dans tous les domaines. Lutter contre la pauvreté, par exemple, améliorer la qualité de vie des Égyptiens, améliorer la santé, les infrastructures numériques, avoir une économie diversifiée, forte. C'est ça. Donc, vous connaissez très bien, madame, que nous sommes dans un monde très turbulent, dans un monde, le changement et l'accélération du changement s'intensifient. C'est pour cela que l'avenir est devenu moins prévisible qu'auparavant. Et on parle aujourd'hui pas seulement les répercussions du Covid-19, mais on sait très bien la quatrième révolution industrielle et son effet sur le marché du travail et les compétences de l'avenir. On parle aujourd'hui l'intelligence artificielle, par exemple, les internets des objets, l'impression 3D. On parle aussi de l'augmenté virtuel, c'est ça. Donc, on doit se préparer. C'est pour cela que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a fait beaucoup d'initiatives à la fin de réalisera une vie différente pour les jeunes. Très bien. Ceci dit,
est-ce que nous allons revenir à notre question, est-ce que vous, en tant qu'enseignante et en tant que professeur universitaire, est-ce que les matières que vous enseignez depuis plusieurs années ou qui sont sur le planning universitaire et les méthodes d'enseignement sont toujours valides ou est-ce qu'il y a eu des changements importants compte tenu de la nécessité du marché du travail? Oui, bien sûr. Et il y a maintenant une révolution et renaissance dans l'enseignement. En fait, les méthodes traditionnelles ne se marchent pas aujourd'hui à cause des effets du Covid-19 et l'effet de l'intelligence artificielle, comme j'ai déjà dit. C'est pour cela que maintenant, la recherche est très importante. Par exemple, de participer dans des conférences, par exemple. C'est le plus important, d'apprendre tout le temps, parce que l'initiative du monsieur le Président, c'est apprendre, réfléchir et innover. C'est ça. Oui. Donc l'innovation, c'est l'un des choses qui sont très importantes, la créativité, l'innovation, la recherche scientifique. Très bien. Est-ce que ceci veut dire que les méthodes ont changé de manière à donner lieu à plus de créativité et d'autonomie aux étudiants? Oui, bien sûr. Si on parle par exemple sur les compétences de l'avenir, par exemple, les étudiants ont besoin de faire des analyses critiques, par exemple, d'innover, de réfléchir, d'avoir des compétences interpersonnelles, par exemple, des compétences, par exemple, technologiques, de programmation. Donc, c'est très important de se placer de la disciplinarité et interdisciplinarité jusqu'à la transdisciplinarité. Et c'est ça que ce thème était très important dans la dernière forum de l'enseignement supérieur qui a été fait dans la nouvelle capitale administrative avec les CESCO. Donc, ils ont parlé sur le futur du travail, l'avenir du travail et les compétences du futur. Donc, on doit préparer tous les jeunes pour avoir beaucoup de compétences. Aussi, le NTA offre beaucoup de programmes afin d'avoir des leaders, des jeunes. Donc, concernant les compétences de la planification et pour améliorer les futurs des étudiants et des jeunes, ils doivent avoir beaucoup de compétences, comme j'ai déjà dit. Très bien. Évidemment, la pandémie a changé beaucoup de choses, y compris l'enseignement qui est devenu pour très longtemps, depuis le début de la pandémie, un enseignement à distance. Est-ce que ceci a fait en sorte qu'il y a de nouvelles méthodes d'enseignement ayant été créées? Est-ce que ceci a donné lieu à des réflexions au niveau de l'enseignement et des relations avec les étudiants? Ah oui, bien sûr. Et donc, les différentes plateformes de l'éducation à distance ont été lieu lorsque la pandémie est venue. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de formations pour les professeurs et aussi pour les étudiants afin de traiter avec ces genres-ci de technologie, parce que vous savez très bien que la technologie entrait dans beaucoup des secteurs, la secteur de l'éducation, secteur de finances, l'agriculture, le tourisme. Donc, c'est la réalité. Donc, on doit s'adapter et avoir des résiliences et d'agilité afin d'obtenir nos objectifs. Mm-hmm. Vous êtes aussi, vous êtes professeur de commerce international et d'économie. Nous avons nous avons beaucoup de choses à dire concernant les projets ayant été lancés par le chef de l'État, notamment la relance de l'artisanat et les industries traditionnelles et du patrimoine, et chose qui a donné aux citoyens la possibilité d'accéder à ces produits par le biais d'expositions. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Lors de sa visite à la foire de l'artisanat du patrimoine à Assouan, le chef de l'État a fait l'éloge des expositions qu'il a inspectées, appelant les producteurs à continuer de préserver la qualité de ces produits.
Le président El-Sisi a chargé le Premier ministre Moustapha Madbouli d'allouer 200 millions de livres égyptiennes du fonds Vive l'Égypte, en plus des efforts du gouvernement à cet égard, pour financer la participation des exposants pendant 2 ans à l'exposition organisée dans la ville du patrimoine dans la nouvelle capitale administrative. L'initiative Vie décente pour développer la campagne égyptienne comprend 4500 villages et sera achevée d'ici 3 ans, sachant que des travaux sont actuellement en cours dans le premier tiers de l'initiative, qui est la plus difficile, et sera achevée d'ici 1 an, a expliqué le président lors de sa visite à l'exposition de l'artisanat traditionnel à Assouan. Le président El-Sisi a souligné qu'après 6 mois, c'est-à-dire en juin prochain, des travaux seront effectués dans le deuxième tiers de l'initiative Vie décente. Et le travail se poursuivra pendant une autre année. Ensuite, le dernier tiers de l'initiative qui continuera pour une 3e année. L'un des exposants a offert au président une couverture en lin portant la photo du président, exprimant ses remerciements pour les efforts du chef de l'État pour soutenir ce produit patrimonial fabriqué à Sohag. L'enseignement, les projets réalisés dans les différents domaines, y compris l'enseignement, les projets réalisés en Haute-Égypte, et nous allons jeter la lumière sur l'enseignement en Haute-Égypte. Les étudiants en Haute-Égypte, il y a plusieurs années, devaient justement se déplacer vers les grandes villes, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a suffisamment de facultés, d'universités et d'institutions de manière à ce qu'ils puissent recevoir l'enseignement nécessaire qui va de pair avec le marché du travail et les nouvelles disciplines à leur place dans cette région de Haute-Égypte. Docteur Rada El-Badawi, si on voulait recenser, si on tente de recenser les différentes universités qui existent ici en Égypte pour pointer du doigt les universités qui se trouvent en Haute-Égypte, quelles sont les nouvelles disciplines? Quelles sont les nouvelles... Nous savons qu'il y a eu des universités qui ont été inaugurées aussi récemment, des universités gouvernementales. Oui, on a 27 universités publiques avec 494 de facultés. On a 35, le lancement du 35 universités privées avec 188 nouveaux programmes afin de préparer les étudiants à l'avenir du travail. Et aussi, il y a 8 universités technologiques. Et il y a aussi l'université de la technologie et de l'informatique dans la nouvelle administration publique. On a beaucoup de stratégies nationales à l'égard de l'innovation, la technologie, à l'égard du futur d'emploi, par exemple, la fabrication des voitures électriques, des nouvelles spécialisations comme le nanotechnologie, par exemple, et le biotechnologie, par exemple, et dans l'ingénierie, l'intelligence artificielle et les internets des objets, et dans le domaine de télécommunications, il y a beaucoup de bourses et il y a aussi de coopération avec des universités internationales et de mémorandums avec les homologues étrangères. Donc, c'est l'ère de l'enseignement supérieur parce que, Monsieur le Président, son vision est d'éradiquer les personnalités égyptiennes et de préserver l'identité nationale des jeunes égyptiennes. Très bien. Parmi les réalisations aussi, outre l'enseignement, l'économie et le commerce constituent un tout homogène cohérent. Il y a aussi la relance de l'artisanat en Haute-Égypte. Ceci nécessite aussi des formations. Ceci donnera lieu à des entrepreneurs, donnera lieu à des micro-projets, à des petites et moyennes entreprises. Et dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant Fahmi, qui est experte en économie. Dr Passant Fahmi, bonsoir et bienvenue avec nous.
Bonsoir madame, bonne fête et bonne année. Merci pareillement, bonne année à vous. En fait, le chef de l'État a appelé à la relance de l'artisanat et à l'industrie traditionnelle et du patrimoine surtout, et a donné aux citoyens, notamment en Haute-Égypte, la possibilité d'accéder à ces produits par le biais d'expositions et de points de vente spécialisés. Il y a une vision, enfin parmi l'agenda 2030, c'est la relance de l'entrepreneuriat, c'est d'encourager les jeunes entrepreneurs et de faciliter le financement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au terme de l'année 2021, pardon, parce que il y a là une grande importance qui a été donnée notamment à la Haute-Égypte. Ce genre d'économie, on l'appelle la base de la pyramide économique, c'est-à-dire toujours dans les pays comme le nôtre, qui a 27 gouvernorats, avec 27 civilisations, avec ces 27 spécialisations, c'est une longue histoire. Alors dans chaque gouvernorat, nous avons un travail d'artisanat qui peut vraiment offrir à l'Égypte, non seulement pour attirer les touristes, mais aussi pour l'exportation. Nous avons une longue liste de production dans chaque gouvernorat, mais c'était tout à fait négligé dans le passé. Mais avec la nouvelle stratégie adaptée par Monsieur le Président, il donne beaucoup d'importance à ce genre d'activité parce que, je répète, ça c'est la base de la pyramide économique. Nous sommes un grand pays, nous avons 27 gouvernorats, le nombre aussi 100 millions d'habitants, il y a 50% de la population, ce sont des jeunes, alors et aussi la femme. Il faut encourager ces gens-là à travailler dans ce genre de production, premièrement pour l'exportation et deuxièmement pour le tourisme. Parce que nous avons, je répète, 27 gouvernorats avec 27 spécialisations. Ça n'existe pas dans beaucoup de pays. Ce qui se passe en Égypte, comme Monsieur le Président a mentionné plusieurs fois, nous sommes en train de construire un nouveau État. C'est-à-dire l'Égypte va devenir comme l'Égypte, comme on appelle, grandiose dans le passé. Le monde entier doit avoir notre civilisation et l'artisanat et les petits et moyens projets, je répète, sont la base de la stabilité et non seulement sociale mais aussi économique. Ça se développe petit à petit, quelques-unes deviennent moyennes, mais la majorité reste dans ce niveau-là. Et c'est pas faux, mais il faut les encourager, il faut les financer, il faut aussi les aider à exposer et aussi à exporter. Et ça, c'est le travail du gouvernement, c'est-à-dire ce genre d'activité. Les producteurs ne peuvent pas faire ce genre de travail parce que la majorité sont des femmes, ils sont à la maison, mais ils travaillent très bien. Alors, on doit leur organiser, et je pense que le gouvernement a pris cette décision, ils vont organiser des expositions chaque mois dans chaque gouvernorat pour montrer la production. Alors ça, c'est un domaine excessivement important et Inch'Allah, ça va vraiment créer la stabilité, si vous voulez, économique et sociale en Égypte. Docteur Passan Fahmi, un des problèmes majeurs qui se posait aux femmes notamment qui voulaient monter des projets en Haute-Égypte, c'est le financement, étant donné qu'elles n'avaient pas d'accès aux banques et ne pouvaient pas avoir de compte en banque, n'avaient pas de quoi recevoir des prêts. Est-ce que cette question de financement a été réglée au sein de l'inclusion financière? Non, ça doit être réglé. Moi, je comprends très bien pourquoi c'est difficile pour eux. C'est pas facile pour le monde entier, c'est-à-dire c'est pas facile d'avoir accès aux banques. Mais il faut, à mon avis personnel, avoir une banque spécialisée, comme la banque qui a été faite par Dr Younes, et il a été aussi nommé Nobel Prix sur cette banque-là. Et cette banque-là adresse ce genre de problème, c'est-à-dire c'est un financement tout d'abord pour les femmes, et ça va peut-être être surpris à beaucoup de gens. Oui, il adresse la femme qui ne sort pas de sa maison. Et deuxièmement, c'est pas seulement le financement, c'est le financement et ensuite il achète les produits et je parle de la banque. Et c'est la banque qui est responsable de, si vous voulez, arranger des foires et présenter ces produits ou bien sur le marché ou exposer. Mais cette banque-là, c'est pas une banque classique. C'est-à-dire, c'est une, comme on appelle, hybrid entre une banque d'investissement et comme les fonds d'investissement. C'est-à-dire, ça ne dépend pas sur l'argent des dépositeurs comme les autres banques.
parce que dans ce cas-là, ça va être une nouvelle loi. Mais oui, vous avez raison, ils ont besoin de financement, mais ils ont besoin aussi de que quelqu'un achète ce genre de produits et les expose. Ils ne peuvent pas être responsables à faire ce travail-là. Alors la banque spécialisée dont je parle, Inch'Allah, on va la présenter, elle va jouer ce rôle-là comme elle a joué dans beaucoup d'autres pays du monde. Et je répète, c'est la banque que monsieur Dr Mohamed Younes a eu le prix Nobel sur l'activité de cette banque. Docteur Passan Fahmi, vous êtes experte en économie. Merci beaucoup pour votre intervention et bonne année. Docteur Ghada El-Badawi, parmi les activités universitaires que vous tenez, vous êtes au sein du groupe ou de l'instance chargée de l'entrepreneuriat au sein de l'université. Tout d'abord, quelles sont les activités? Qu'est-ce que vous faites en fait? Le but du club de l'entrepreneuriat dans l'université est de sensibiliser une culture entrepreneuriale parmi les étudiants afin de changer la mentalité des étudiants et de se transformer dans une mentalité que les étudiants créent son emploi. C'est ça. Et il y a beaucoup d'initiatives des ministères, comme l'initiative du Pionnier 2030 de la ministère de la Planification et du Développement économique. Aussi, l'écosystème de l'entrepreneuriat en Égypte a beaucoup amélioré. Lorsqu'on parle sur l'écosystème, on parle sur la politique, par exemple, investir dans le capital humain, c'est une grande importance primordiale selon Monsieur le Président, et aussi l'accès aux finances. Par exemple, il y a beaucoup de programmes et il y a beaucoup des incubateurs et accélérateurs qui soutiennent les étudiants et les entrepreneurs à créer son entreprise. C'est ça, et de transformer les idées des étudiants à des start-up. C'est ça. Et il y a beaucoup, concernant l'autonomisation des femmes, il y a des programmes dont la ministère de la Solidarité, Forza et Mastura, ce sont des programmes afin d'autonomiser la femme financièrement, afin de faire un petit projet avec un microfinance. Il y a beaucoup aussi des programmes, le ministère de coopération internationale avec l'organisme du PME, aussi avec la ministère du planification, avec la ministère de l'enseignement supérieur. Tous ces ministères ont fait des initiatives afin d'avoir une économie forte et diversifiée, afin d'autonomiser les femmes et les jeunes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des accomplissements à l'égard de l'entrepreneuriat et la domaine de la PME ici en Égypte. Très bien. Justement, pour les finances, vous avez mentionné les programmes élaborés au sein du ministère de la Solidarité en faveur des femmes. Comment est-ce que ces femmes peuvent avoir accès à ce genre de programme ou de financement? Chacun des gouvernorats, il y a des offices, elles peuvent aller là-bas et elles peuvent remplir d'applications, et à la fin, c'est pas difficile du tout, hein. Elles peuvent accéder à 10 000 par exemple pour faire une micro-projet. Donc, ce n'est pas difficile du tout. Aller dans le ministère de Solidarité, elles vont avoir beaucoup des informations à l'égard de beaucoup de problèmes comme Forza et Mastura. Et il y a aussi beaucoup de programmes autres que ces deux programmes. Un des problèmes qui s'opposait aux femmes qui montent des projets, notamment dans les sociétés rurales, c'est la commercialisation. Elles ont les produits, mais comment les commercialiser? Et pour les commercialiser, elles devaient avoir lieu à des personnes intermédiaires qui déjà prenaient une grande partie du gain et du profit réalisé. Est-ce qu'à l'heure actuelle, et grâce à l'Internet et aux applications et tout ça, est-ce que les femmes ont un accès plus facile au marché?
C'est ça le problème. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des expositions comme Torasna, par exemple, et l'utilisation pour les plateformes et la technologie. Par exemple, l'un de mes projets que les étudiants travaillera maintenant sur ce projet est d'aider les femmes dans les villages pour commercialiser les différents projets. Donc, on peut utiliser la technologie pour la commercialisation. C'est pour faire autonomiser les femmes dans ces villages. L'Égypte a connu une renaissance sans précédent du secteur agricole. Ça, on doit le dire. Et ça, nous allons passer en revue les points essentiels en détail. Mais là, il faut dire que l'Égypte n'a pas connu depuis 60 ans un développement aussi important comme celui des chemins de fer, selon le chef de l'État, qui avait indiqué que la tarification injuste avait fait en sorte que les services n'étaient pas à la hauteur. Docteur Red El-Badawi, à votre avis, est-ce que grâce à cette renaissance, il y aura plus, est-ce que la Haute-Égypte sera plus liée aux autres villes et par conséquent, il y aura un échange plus important au niveau de l'enseignement et du commerce aussi ? Ah oui, bien sûr. La Haute-Égypte maintenant et l'Inde, elle a une importance primordiale. Donc, il y a beaucoup de projets là-bas. C'est pour cela que, oui, elle est au sommet de la modernisation. Et vous, comme vous savez, une vie décente pour à peu près améliorer 58 millions des Égyptiens, à peu près 4568 villages vont être renouvelés. Donc après tout l'amélioration dans l'infrastructure numérique dans tous les domaines, dans le domaine par exemple de la santé, de l'éducation, oui, elle va être un grand lien avec la capitale. Eh bien, nous allons passer en revue actuellement les projets de développement concernant les chemins de fer qui vont faire en sorte que les différentes régions de l'Égypte seront liées et il y aura plus de facilité pour le déplacement et par conséquent, ceci va améliorer l'échange à tous les niveaux, que ce soit l'échange commercial, que ce soit l'échange au niveau de l'enseignement, des étudiants, que ce soit l'échange culturel aussi et touristique, évidemment. Commentant l'allocution prononcée par le ministre du Transport, Kamel El Wazir, lors de l'inauguration des travaux de développement et d'extension de l'usine de l'urée de la nitrate d'ammoniac dans la zone de Kima, dans le gouvernorat d'Assouan, le chef de l'État a déclaré avoir donné ses directives dès le début de ne pas augmenter les prix, sauf dans le cas d'un développement et d'une rénovation complète des chemins de fer. Le président Sisi a précisé que 1,7 million de livres avaient été injectés pour développer le secteur du transport en Égypte. Mais si la gestion ne s'améliore pas et les prix ne sont pas équitables, ce service s'effondrera à nouveau. Le président Sisi a appelé à l'achèvement rapide de l'automatisation des chemins de fer pour réduire l'intervention humaine et donc les erreurs dans le système ferroviaire. Ceci est intervenu alors qu'il assistait aussi par visioconférence à la mise en service de nouveaux trains dans la gare de Ramsès du Caire. Il a précisé que l'amélioration de l'efficacité des infrastructures et des chemins de fer et leur automatisation avait été réalisée avec de grandes sommes d'argent, y compris un prêt du Japon, jugeant impératif la coopération des citoyens avec l'État pour que le pays évolue pour le mieux. Le président a souligné la nécessité de garder les gares propres, en bon état et exemptes de défauts pour permettre la prestation de meilleurs services aux citoyens. Le ministre du Transport, Kamel El Wazir, a souligné que l'État avait transformé, sur ordre du président Abdel Fattah el-Sisi, les trains de chemin de fer en moyens de transport sûrs, modernes et avancés qui offrent un service digne aux citoyens égyptiens, en particulier en Haute-Égypte, pour suivre le rythme de l'initiative Vie décente lancée par le chef de l'État.
Docteur Reda El Badawi, la Haute-Égypte se sentait un peu à l'écart en matière d'enseignement. Il y avait bien sûr des universités, mais pas autant que les grandes villes comme Le Caire et Alexandrie, Suez et autres. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a une meilleure évolution en matière d'enseignement universitaire, de manière à ce qu'ils soient sur place dans leur région et en même temps avoir l'enseignement nécessaire, adéquat, qui va de pair justement et qui est susceptible de les initier au marché du travail de la région? Ah oui, bien sûr, pas seulement dans la Haute-Égypte, mais on a vu l'inauguration des universités d'El Salman, par exemple, Mansour Al-Gedida, par exemple. Oui, il y a beaucoup des universités qui ont été inaugurées parce que il y avait des défis dans la Haute-Égypte concernant l'éducation, mais maintenant, grâce aux efforts du Monsieur le Président, vont améliorer tout. Concernant l'éducation. Quel est l'esprit, si on peut le dire, de ces nouvelles universités? Si on les compare avec les anciennes universités que nous avons, que ce soit dans le secteur gouvernemental ou le secteur privé, qu'est-ce qui caractérise ces nouvelles universités? D'offrir des facultés et des programmes nouveaux. Qui va être adapté avec les niveaux normes. Vous savez très bien que la stratégie de l'éducation et de l'enseignement, comprenant premièrement la disponibilité de l'enseignement pour tout le monde sans discrimination, deuxièmement avoir une qualité d'enseignement conformément aux normes internationales et avoir un système éducatif compétitif et l'internationalisation. Donc il y en a beaucoup de programmes nouveaux qui vont être adaptés avec les nouveaux normes. En Égypte, il y a tellement de diversité au niveau de l'enseignement universitaire. Nous avons les universités gouvernementales qui déjà ont des systèmes à crédit, qu'on appelle à crédit ou un système payant. Il y a les universités du secteur privé et les universités internationales. Tout d'abord, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une richesse ou est-ce que ceci crée une certaine, si on peut le dire, discrimination au niveau du marché du travail? Non, il n'y a pas de discrimination parce que les professeurs qui enseignent dans l'université privée, ils enseignent dans l'université publique et dans tous ces programmes, donc les méthodes sont les mêmes. Mais ça pour la disponibilité et l'accès de l'enseignement pour tout le monde, sans discrimination, c'est ça. Mais les méthodes, les programmes similaires. Nous allons conclure avec notre dernier compte rendu concernant le domaine agricole, puisque nous passons en revue les réalisations importantes des projets de l'année 2021. Eh bien, le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir, a déclaré que le secteur agricole en Égypte avait connu pendant ces 7 dernières années une renaissance sans précédent, allant de pair avec les objectifs de la vision de l'Égypte 2030 et aussi avec les objectifs de développement durable visant à améliorer la sécurité alimentaire. Les détails. Le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir, a déclaré que le secteur agricole en Égypte avait connu pendant les 7 dernières années une renaissance sans précédent, allant de pair avec les objectifs de la vision 2030 du pays et aussi avec les objectifs de développement durable visant à améliorer la sécurité alimentaire. La renaissance dans le secteur agricole vise à assurer la nutrition de manière saine et sûre, à éliminer la pauvreté, surtout dans les zones rurales, à accroître la compétitivité des exportations égyptiennes, à créer des emplois, en particulier pour les jeunes et la femme, à s'adapter au changement climatique, à améliorer les revenus et le niveau de vie et promouvoir une agriculture durable, a dit le ministre dans son allocution prononcée lors de l'inauguration par le président Abdel Fattah el-Sisi des travaux de développement de l'usine d'urée et de nitrate d'ammoniac dans la zone de Henna, dans le gouvernorat d'Assouan. Conformément aux directives du président el-Sisi, les gouvernorats de Haute-Égypte ont été développés et placés parmi les priorités du gouvernement, malgré la présence de nombreux défis difficiles, a ajouté El-Qusseir.
Il a fait état de la présence du chef de l'État pour inaugurer de nombreux projets de développement agricole, de services et industriels en Haute-Égypte, dont le projet de modernisation de la Société des industries chimiques, Lima Usine 2 pour la production d'engrais, soulignant que ceci était une composante majeure du développement agricole. L'État a pris une série de mesures pour soutenir les agriculteurs après la hausse des prix des engrais en octobre dernier à travers un plan à court terme, a dit le ministre, précisant que le coût d'une tonne avait atteint 14 000 livres égyptiennes au lieu de 4 000 livres. Il a souligné que l'État était prêt à répondre à tous les besoins des agriculteurs pour maximiser la valeur de la productivité du paysan. Le ministre a passé en revue les efforts déployés par l'État en Haute-Égypte pendant les 7 dernières années en matière de projets agricoles durables, d'expansion horizontale des terres agricoles, de services de soutien aux agriculteurs et à l'exportation, de développement de la richesse animale et de transformation numérique. M. Roussel a rappelé l'inauguration de 241 projets pour un coût de 17 milliards, bénéficiant à 600 000 citoyens, soulignant que 550 000 fedans avaient été ajoutés aux terres arables en Haute-Égypte. L'État a accordé un intérêt à la culture de la canne à sucre en Haute-Égypte, vu qu'elle est la plus productive là-bas, a-t-il noté, soulignant l'augmentation de 15 millions de plants à 50 millions pour soutenir sa culture. Docteur Raed El-Badawi, la sécurité alimentaire, quand on les voit, qu'on pense à la préservation de l'environnement, l'environnement qui est lié d'une manière étroite avec la sécurité alimentaire, avec les implantations, avec l'irrigation. Est-ce que ces matières qui sont devenues au cœur des priorités du monde entier, la sauvegarde de notre planète et les changements climatiques, est-ce que ceci est incorporé dans l'enseignement de l'avenir ? Ah oui, bien sûr. Et c'est ça dans la vision de l'Égypte 2030, la sécurité nationale comprenant la sécurité alimentaire, bien sûr. Et à cet égard, l'Égypte cherche toujours à localiser toutes les matières premières et à transférer la technologie et les matières premières et à localiser toutes les matières premières afin d'instaurer la sécurité alimentaire. C'est ça. Docteur Raed El-Badawi, vous êtes professeur d'économie et de commerce international. C'était un plaisir de vous avoir. C'est un grand plaisir, madame, et j'espère une bonne année pour tout. Merci. Merci, pareillement. Eh bien, nous avons essayé de passer en revue très rapidement, dans la mesure du possible, évidemment, comme nous le permet la possibilité de notre rencontre en matière de temps. Nous avons focalisé sur l'enseignement, mais aussi nous avons passé en revue les éléments importants comme le commerce, comme l'autonomisation de la femme, comme certains projets en Haute-Égypte, comme le projet de métamorphose complète des lignes de chemin de fer qui constitue une pierre d'achoppement importante quant au lien important et qui est d'une grande nécessité entre les différentes régions de l'Égypte. Eh bien, nous avons aussi jeté la lumière sur la question de la sécurité alimentaire et sur l'artisanat, l'entrepreneuriat et les jeunes. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée, à vous souhaiter une excellente année et à la prochaine.